Laurent Désiré Kabila a voulu reconstruire ce que lui-même avait détruit avec l'idée de ne jamais trahir le Congo. Il a essayé d'organiser, il a donné les services nationaux qui sert aujourd'hui des bilans de M. Félix Tshisekedi. Joseph Kabila a refondé l'État, mais avec beaucoup d'insuffisances. Avancé. Et l'héritage avec Tshisekedi pour finir par là. Tshisekedi n'a pas d'héritage. Tshisekedi lui-même, c'est un héritier, mais fort malheureusement qui apparaît de plus en plus gâté. Donc, en 60, exactement le 30 juin, j'allais vers mes 17 ans. Moi, j'ai eu 17 ans le 13 octobre 1960. Moi, je pense que ce n'était pas très tôt. C'était mal préparé. Si vous me dites ça comme ça, je serai d'accord avec vous. Je pense plutôt que c'était un peu tard. Pourquoi c'est arrivé aussi tôt? Quels sont les événements qui ont précédé? Est-ce que c'est arrivé aussi tôt? Non, c'est arrivé, je crois, à point. Tous ceux qui ont assumé des fonctions dans ces pays, tous, sans exception, ont échoué. Tout le monde parle du Congo. Chacun y va de son commentaire, de son expérience personnelle ou de son expertise. Le Congo est présent dans la rue, dans les écoles, à l'université, dans le média ou même sur le réseau. Et j'en passe et des meilleurs. Sans passion ni subjectivité, nous aborderons les perspectives d'avenir dans ce programme. Une seule fondamentale question s'invite pour nourrir le débat. Autopsie de la RDC de 1960 à nos jours, statu quo, recul ou progrès? On en parle avec les têtes couronnées de la République qui ont bien jugé défendable de répondre à notre invitation. Je vous retrouve tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour ouvrir les débats. Mes chers compatriotes, où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, le 30 juillet 1960, les uns et les autres voulons avoir une influence déterminante sur nous. Nous nous sommes rendus compte que le peuple congolais, des élections libres et démocratiques, défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. 66 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo continue de trouver son modèle de développement. Sommes-nous en face d'un échec, face à un échec collectif, à un processus inachevé, ou encore mieux à une transformation en marche? Ce sont là ces questions et d'autres du genre qui seront abordées dans ces numéros. Pour en parler, on a le privilège d'avoir sur ce plateau des têtes pensantes, comme je disais tantôt. On a Stéphane Kitutu Oleontois, doyen de la presse congolaise. Il a occupé le poste de président délégué général de l'Office zaïrois de radio-télévision et de radio-télévision et des diffusions, OZRT, actuel RTNC. Il est auteur du livre RDC, Terre à partager. Il fait l'amitié de répondre à notre invitation. Soyez le bienvenu, doyen. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça aurait pu aller mieux, mais je pense que je me porte bien plus que j'ai répondu à votre invitation. Tout à l'heure, dans le couloir, je vous taquinais un peu en vous lâchant cette phrase « Quelle longévité ». Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez cela? C'est-à-dire que, bon, j'ai 83 ans, mais je ne trouve pas ça exceptionnel, hein, parce que ici à Kinshasa, il y a des gens qui ont plus que mon âge. À l'extérieur, n'en parlons pas. Bon, longévité, tout est relatif, hein. Vous savez, 83 ans d'âge sur papier officiel ne correspond pas toujours à 83 ans de vécu, n'est-ce pas? Le vécu est parfois plus compliqué que l'âge de la carte d'identité, mais j'ai la chance de conjuguer
mon vécu, peut-être avec l'âge du papier, je me sens, je crois, en forme. J'arrive à accepter des invitations, comme la vôtre, avec tous les dangers que cela puisse se comporter. On peut dérailler du point de vue du raisonnement. On peut dire des choses dont on n'a pas très bien maîtrisé les tenants et les aboutissants. Mais enfin, si je ne parle pas à tout bout de champ, c'est parce que je pense que je fais mien un principe. Il vaut mieux se taire et ne parler que vraiment quand c'est nécessaire. Alors, on est très content de vous avoir avec nous pour ce temps d'antenne. On aura besoin de cette expérience tant variée qu'enrichissante pour justement aussi faire ce qu'on appelle le passage du flambeau à la nouvelle génération. Cela est important. Merci. Et on a aussi la présence sur ce plateau de Alain Bolodjoa, président du mouvement politique Le BAT, Lèvons-nous et bâtissons. Il est également auteur du livre Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Il est économiste de formation. Il a fait l'économie des développements à l'université de l'UPN. C'est un honneur pour nous de l'avoir sur ce plateau pour une grande première. Alain Bolodjoa, soyez les bienvenus. Merci en tout cas pour l'opportunité. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer l'icône de mon pays. Merci. C'est lui qui a fait le journalisme, qui a donné le goût à la télé pendant des années. Je me souviendrai toujours quand nous étions enfants, on vous adulait pratiquement, on vous a censé. Merci. Par rapport à votre pertinence, par rapport à tout ce que vous avez fait. C'est pour moi un grand honneur d'être en face de vous. Merci. Et j'espère que nous allons essayer de donner certains éléments d'information par rapport au sujet du jour. On aurait bien voulu avoir Kibambi Chitois, un autre doyen, à sa place. Et c'est lui qui m'a recommandé, le doyen Stéphane Kitutu Oleontois, avec bien raison qu'il a fait. On a bon espoir qu'on passera un très bon temps de télé. Deux autres participants sont attendus dans cette émission. Maître Ferdinand Kambere, juriste de formation et avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est acteur politique et ministre aux affaires sociales dans le gouvernement, Mouzito 1. On aura aussi, bien évidemment, la présence de Yves Kissombe, ancien député vice-ministre honoraire aux affaires étrangères. Alors, c'est ici l'occasion pour moi d'ouvrir les débats. L'émission est supervisée et réalisée par Luisetta Sabata, la dame au béret rouge. C'est la production de Congo Politique Plus en collaboration avec Politicon TV. Cette émission est retrouvée sur nos différentes plateformes digitales et sur d'autres chaînes partenaires, car c'est important qu'on parle du Congo, le Congo qui vit, le Congo qui croit son potentiel, le Congo qui reste debout malgré les vicissitudes de la vie, étant donné que la vie d'un État n'est pas un long fleuve tranquille. Allez, on ouvre le débat avec une première question. Kitutu Oleontois, je disais tantôt que vous êtes doyen de la presse, pour ne plus besoin qu'on puisse vous présenter. En 1960, vous étiez âgé de 17 ans. Expliquez-nous un peu comment vous aviez vécu ces instants. Bien, évidemment, moi je suis né à Kinshasa et à notre époque, c'est-à-dire dans les années 43, quand je suis né, des parents en provenance de ce qu'on appelait à l'époque le lac Léopold II, et dans le milieu dans lequel nous évoluions, c'était pas un milieu où on se préoccupait vraiment beaucoup de la politique. Hein? Donc, ce que je peux dire de la politique aujourd'hui, c'est que je l'ai soit apprise par des contacts, soit par études, soit par des relations interpersonnelles. Donc, en 60, exactement le 30 juin, j'allais vers mes 17 ans. Moi, j'ai eu 17 ans le 13 octobre 1960. Soit 4 mois après la proclamation d'indépendance.
j'ai eu la chance de faire partie des élèves. J'étais élève à l'Institut Saint-Raphaël. Saint-Raphaël. À l'IMT, aujourd'hui Collège Saint-Raphaël. À l'époque, notre époque, c'était l'Institut. Et j'ai été sélectionné parmi les élèves qui ont défilé sur l'avenue qui est en face de l'esplanade du Palais de la Nation. Et sur l'esplanade, il y avait le roi Baudouin Ier, le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba. Nous étions tous parqués dans ce qui était à l'époque l'Athénée royal de Kalina, et nous sortions de là pour aller vers le Palais de la Nation. C'est là tout le parcours de notre défilé du 30 juin. Ça, aujourd'hui, quand je le dis à mes enfants, je crois que j'ai vécu un moment historique de notre pays. Défiler devant cette personnalité-là en tant qu'élève et avoir l'opportunité de suivre tout ce qui a pu se passer plus tard, je crois que c'est une chance. Parce que ce jour-là, même à 17 ans, même comme j'avais dit, nous n'étions pas dans un milieu où on se préoccupait beaucoup de la politique. Et je pense que pour moi, c'est une expérience qui m'a permis de pouvoir faire un peu des comparaisons. Parce qu'en ce moment-là, déjà, en tant qu'élève, de père, de scout, conscient de faire partie d'une nation, d'un État, nous faisions quand même un peu peut-être de fantasme. Aujourd'hui, nous sommes devenus indépendants, qu'allons-nous devenir demain? Donc, on avait un peu d'espoir. Et vous aviez 17 ans à la proclamation de l'indépendance de notre pays. Qu'est-ce que cela représentait pour vous? Et expliquez-nous un peu, pourquoi le 30 juin? Y a-t-il une explication à ça en 2 minutes? Bien. Le 30 juin, si je vous dis que je l'ai... Pourquoi pas une autre date? Pourquoi seulement le 30 juin? Je peux vous l'expliquer, ce jour-là du 30 juin, c'est impossible. C'est plus tard que c'est possible pour moi de vous dire pourquoi le 30 juin. Hein, si on tient compte de toutes les tractations, du calendrier que disons, utilisons le mot, les colonisateurs, pour ne pas dire les colonialistes, avaient monté avec les politiciens lors de la table ronde de Bruxelles, le calendrier mis en place faisait en sorte que eux seuls qui étaient là pouvaient nous dire pourquoi ils ont pris la date du 30 juin avec des échéances qu'il y a eu auparavant, les élections municipales de 59, la table ronde politique de janvier. La table ronde économique. De janvier à février. Et puis la table ronde économique de février à mai 1960, et peut-être à l'issue de l'adoption par le Parlement belge de la loi fondamentale, c'est peut-être toutes ces étapes-là qui ont permis que et la partie congolaise et la partie belge se mettent d'accord sur la date du 30 juin. Très bien. Et peut-être bien. Je reviendrai sur ce... Il y aura certainement d'autres explications pour ceux qui avaient vraiment pris part au débat. Mais moi, je pense que c'est l'aboutissement d'un calendrier, qui a pu... concocté entre le gouvernement belge de l'époque. Oui, mais bien sûr avec un peu, disons, la préséance du point de vue des colonialistes, bien sûr, parce que vous rappelez-vous du discours du 13 janvier du roi Baudouin qui préannonçait déjà le défilé, l'indépendance, donc il espérait se passer sans atermoiement funeste. Vous connaissez le fameux mot du roi Baudouin. On reviendra tout à l'heure sur le rôle justement de la Belgique et même sur le sens de la table ronde économique, parce que je dois rappeler aussi, vous êtes économiste. J'ai fait un peu d'études d'économie. de formation. Oui. Allez, on a aussi un autre économiste, Alain Bolodjoa. En 1960, pendant presque un mois, se tient la table ronde de Bruxelles. Quels en étaient les objectifs et enjeux principaux? Bon, je crois que
ça dépendait de la perception qu'avaient les tendances qui étaient en débat. En lisant les articles qui ont été écrits à cette époque, apparemment la Belgique avait une autre perception de la démarche menée par le père de l'indépendance. Déjà, nous devons savoir que la configuration de cette table ronde de Bruxelles démontrait à suffisance que la table était un peu déséquilibrée. Du côté de la Belgique, ils ont pris vraiment au sérieux. Il y avait la crème intellectuelle de ces pays. Il y avait de ceux qui étaient spécialisés en matière de droit international, en matière des finances, en matière de questions politiques. Il y avait le gouverneur général qui s'occupait de la gestion du Congo, Rwanda, Burundi. Bref, il y avait effectivement les décideurs. Mais de l'autre côté, c'était essentiellement des autodidactes, des gens qui étaient plus motivés par le souci d'affranchir leur nation de l'occupation, mais surtout de la colonisation, mais ils n'étaient pas assez outillés. C'est vrai qu'ils avaient l'essentiel, c'était la formation ou l'information qu'ils avaient, mais cela n'a pas permis à ce qu'il y ait des échanges ou un débat technique. J'ai vu quelqu'un qui a dit la grande difficulté, c'était le comment on percevait l'indépendance. Pour nous, l'indépendance, c'était de voir un Congolais être à la tête du pays, c'est-à-dire avoir un chef d'État, chef de l'État noir congolais, avoir les ministres congolais. Si c'était ça leur perception, eh ben, on comprend pourquoi on a connu beaucoup de difficultés. Mais je voudrais saluer leur bravoure, leur courage. Parce que si on arrivait à contextualiser ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui, en tout cas, il nous sera difficile d'obtenir le même résultat. Ils ont été forts dans leur démarche et ils sont arrivés quand même à avoir cette indépendance, bien que jusque-là, nous n'avons pas vu l'acte d'indépendance, mais nous savons que cet acte existe. Nous sommes sur papier, effectivement, un État indépendant, mais en d'autres termes, qu'est-ce qui se serait passé? Non, mais nous avons obtenu, bien évidemment, l'indépendance. Mais l'acte d'indépendance a été certainement signé. Parce que pour qu'on nous reconnaisse... Qui n'a jamais été rendu public. Bon, je ne sais pas si le père d'indépendance, nous ne l'avons pas vu. Mais ce qui est vrai, moi, personnellement, j'ai cherché. Même au niveau de la Bibliothèque nationale, en tout cas, je n'ai pas trouvé de traces. C'est juste des gens qui ont pu publier, je crois, à la dernière page de des signatures, mais personnellement, je n'ai pas lu cet acte. On devait comprendre ce qui en était, mais aussi nous permettre d'avoir une idée sur les engagements pris par la Belgique. Est-ce que par là, vous voulez dire que nous avions très mal placé le décor, ou nous avions placé le décor de la plus mauvaise des manières? En quoi la table ronde de Bruxelles était-elle différente de la conférence de Berlin? Non, mais c'était différent parce que la conférence de Berlin, c'était des États, voyez-vous, qui discutaient sur de problèmes sécuritaires, d'ordre sécuritaire, au niveau de leur continent. Mais c'est vrai qu'on a parlé de l'Occident parce qu'à la conférence de Berlin, il y avait 14 puissances au total. Et les États-Unis étaient là, la Russie, l'URSS de l'époque était là, il y avait le Canada, il y avait l'Italie, il y avait la Norvège, il y avait la Belgique, l'Allemagne, la France, bref, il y avait des puissances de l'époque. Ils étaient un homme, voilà, le Portugal, et à l'époque, ils étaient le tout-puissant, ce sont eux qui devaient décider. Mais ici, c'était la volonté d'un peuple à s'affranchir de la colonisation. Voyez-vous? Et dans ceux qui nous ont représentés, il y avait nos papas, qui avaient la volonté, mais qui n'étaient pas initiés dans la question de la superstructure. Ils avaient des idées éparses, ils n'avaient pas compris les vrais enjeux, mais cela ne leur a pas interdit de négocier cette indépendance, mais il fallait que le travail puisse continuer, parce qu'il y a eu plusieurs aspects qui n'ont pas été abordés le premier jour. Vous avez fait allusion à la conférence à l'aspect économique de leur négociation, mais il y a eu aussi d'autres événements qui s'en sont suivis. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'ils ont été braves, mais leur travail est aujourd'hui fragilisé par le fait que
nous n'avons pas su vider toutes les questions. Ah, très bien. Et Kituto Léon-Toi, Oui. que répondez-vous à ceux qui pensent que nous avons eu cette indépendance un peu très tôt, où il ne fallait pas que la Belgique nous l'accorde? Bien, il y a un vrai problème lorsqu'on aborde cet aspect de la question. Parce que il n'y avait pas que, en ce moment-là, les relations belgo-congolaises. Déjà, en début des années 50, on sentait, sur le plan africain, une espèce d'effervescence. Un mouvement vers l'émancipation de tous les peuples. Et le Congo, malgré ce que beaucoup de gens ont qualifié de sommet soporifique des Belges, le Congo n'était pas en marche. C'était soporifique, vous le pensez? Je pense que les Belges n'avaient pas beaucoup prêté attention à la lame de fond qu'il y avait dans notre pays. Il y avait un mouvement d'émancipation qui se forgeait sous la table. Et ils ne pouvaient pas, ils ne se sont pas rendus compte, à mon avis suffisamment, ils n'ont pas pris cela au sérieux, malgré, si vous vous rappelez, déjà la publication de certains documents comme le manifeste de la conscience africaine, le document de la BACO, le contre-manifeste, et l'autre document même de l'Église catholique. Les églises catholiques avaient, les évêques de la colonie avaient déjà 58-59 pris une position qui se démarquait de la position officielle des autorités coloniales. Donc déjà, il y avait un mouvement de fond qui faisait en sorte que le Congo, comme le Sénégal, comme les autres pays, avait des partisans d'une plus grande liberté. Et les Belges, certains du moins, comme le professeur Van Bilsen, avaient déjà commencé à chercher à préparer l'opinion en publiant son fameux plan de 30 ans. Parce qu'on se rendait compte que les choses ne pouvaient plus continuer comme c'était. Donc il fallait bien à un certain moment émanciper le peuple congolais. Mais quand on dit que ça s'est passé un peu tôt, pourquoi? Et je suis d'accord parce que si nous prenons l'histoire des pays de l'Afrique, disons, ce qu'on appelait équatoriale française, ou l'Afrique occidentale française, il y a eu une préparation de longue durée. Les colonies françaises avaient déjà un peu de conseils municipaux composés de locaux. Certains locaux étaient déjà membres même de l'Assemblée en France. Il y avait un semblant d'apprentissage du jeu démocratique des débats que les anciens, ce qu'on peut appeler leaders des ex-colonies françaises, commençaient à maîtriser un peu. Alors que chez nous, vraiment, du point de vue politique, jusqu'à les années avant que nous ne fassions les premières élections, il n'y avait absolument rien. Pourquoi c'est arrivé aussi tôt? Quels sont les événements qui ont précédé? Est-ce que c'est arrivé aussi tôt? Non, c'est arrivé, je crois, à point. Les Belges se sont rendus compte, mais, si vous voulez, les préparatifs n'ont pas été menés, si vous voulez, à bon escient. C'est ainsi qu'on a l'impression que c'était un peu tôt. Non, il fallait saisir l'opportunité parce que l'époque ne tolérerait plus, en ce moment-là, une colonie telle que le Congo était sous la férule des Belges. Et les Belges voulant saisir l'occasion et être un peu aussi du temps, c'est-à-dire de ce fameux mouvement de l'émancipation, sont allés un peu vite en besogne pour essayer de rejoindre cette vague-là internationale dont certaines manifestations étaient vraiment très claires au pays des Français, si je peux dire comme ça, l'Afrique occidentale française et la... Bref, moi je pense que ce n'était pas très tôt.
c'était mal préparé. Si vous me dites ça comme ça, je serais d'accord avec vous. C'était pas très tôt. Mal préparé, êtes-vous d'avis? Et qu'en est-il alors du rôle des acteurs politiques de l'époque? Parlons-en un peu. Bon, moi je pense que ce qui était peut-être en termes de responsabilité, je pense plutôt que c'était un peu tard. Parce que la situation idéale serait de ne pas être colonisé du tout. Voyez-vous? On ne peut pas demander aux gens qui voyaient leurs femmes couper les seins, des gens qui étaient amputés des bras, des jambes, leur demander de rester encore dans ces conditions-là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'actes, il y a eu beaucoup d'affres qui ont poussé nos aïeux à se décider de s'affranchir de cette situation. Je pense personnellement que si j'étais à leur place, je n'allais même pas attendre 1960. Ils ont eu certes à mener certaines actions pour justement arriver à s'affranchir avec les vents des indépendances, comme l'a dit mon aîné. Et ça a permis à ce que le Congolais de l'époque puisse avoir, bien évidemment, le pouvoir des décisions. C'est en ces moments-là que la population congolaise est devenue souveraine. Et dans cette souveraineté, comme l'avons dit pour la première prise de parole, il y avait des préalables, il y avait des exigences, parce que la revendication était d'ordre social et juridique. Mais il fallait maintenant tenir compte des enjeux de gouvernance. Ce qui était difficile pour nous, c'est de gérer l'État et non d'être des hommes libres. Ce qu'eux ont revendiqué, c'est leur reconnaissance en tant que peuple souverain. Mais ce qu'ils ont obtenu, c'est le pouvoir de décider sur l'État. Je crois qu'on se comprend sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs exigences. Est-ce qu'avons-nous véritablement eu ce pouvoir? Puisque lorsqu'on parle de questions d'État, la forme républicaine, tout cela, on a l'impression que ça nous aurait été proposé. Non, attention. Par la Belgique. Attention. La revendication d'être des hommes affranchis, des hommes libres, ça a été fait. Tout, c'est sur papier. Le pouvoir d'assumer de hautes fonctions d'État, ça a été fait. Mais la grande difficulté, comme l'a dit mon aîné, c'était par rapport à la préparation. C'est-à-dire que nous n'avons pas été initiés. Non, mais bien évidemment, la Belgique, si seulement on pouvait compter sur elle. Parce que je ne vois pas, moi, l'opportunité de la Belgique de nous laisser être indépendants. La Belgique n'avait aucune raison fondamentale qui pouvait justifier cette indépendance. Et donc, la Belgique n'a pas assez investi dans la formation, l'éducation des hauts cadres. Alors, devions-nous nous rabattre sur les acteurs de l'époque et leur rôle? C'était des illuminés. La Belgique n'avait aucun intérêt à préparer cette indépendance. C'était des personnalités. C'était des personnalités qui étaient assoiffées de l'indépendance, qui voulaient effectivement s'affranchir de la domination belge, mais ils ne maîtrisaient pas la portée de gouvernance, c'est-à-dire la complexité de l'État. Voyez-vous? Parce que nous sortions juste des organisations associatives et qui avaient plus tendance tribale, et on a créé une élite de circonstances par rapport à un enjeu majeur de l'indépendance de l'État, mais on n'avait pas la qualité voulue pour gérer la superstructure qu'est l'État. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on doit arriver à séquencer ou à disséquer cela dans plusieurs aspects. Il y a la volonté d'être des hommes libres, on ne peut pas leur dénier cela. Le souci de décider sur l'État, ils en avaient le droit. Mais la question de gouvernance, c'est là à poser problème. Alors, ce n'est pas l'indépendance en soi qui est problème, c'est l'après-indépendance. Parce qu'en réalité, c'est en ces moments-là qu'on devait sentir un leadership situationnel. C'est pas ce qu'on a ressenti. C'est-à-dire que, ayant compris qu'effectivement nous étions un État indépendant, il fallait maintenant arriver à fédérer les énergies, tant au niveau national qu'extérieur, pour donner un type de gouvernance adapté à la conjoncture politique de l'époque. À l'époque, on n'avait pas de spécialistes sur des questions de droit. Par exemple, on n'avait pas de spécialistes sur des questions économiques.
on n'avait pas de spécialistes sur des questions de l'éducation. On avait des acteurs, certes, qui avaient des notions sur l'économie, qui avaient des notions sur le droit, mais qui n'avaient pas de notions par rapport à l'exigence de la fonction d'État. Okay. Donc, notre problème, c'était un problème de leadership. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance. Alors, si on dit aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Mais on doit se poser la même question. Parce que ce qu'on a connu hier, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a inadéquation entre la complexité de la fonction et la qualité des hommes qui sont appelés à assumer ces fonctions-là. Vous ne dites pas que avant l'indépendance égale après l'indépendance? Non, je ne peux pas le dire. Il y a des gradations en termes de qualité de gouvernance. Cela n'est pas dû seulement par rapport au temps, mais aussi par rapport à l'exigence de la fonction et à l'exigence de l'environnement. C'est que nous devons reconnaître que nos papas ont eu à faire un grand travail, c'est ce qui était essentiel, mais ils n'ont pas su adapter leur démarche, n'est-ce pas, par rapport aux enjeux de l'époque. Ils sont arrivés à arracher cette indépendance, ils sont arrivés à imprimer un leadership, mais ce leadership était en inadéquation avec les enjeux. Tenez, on organise, d'abord, comme l'a dit mon aîné, on organise l'État suite à la loi fondamentale du 19 mai 1960, si je ne m'abuse pas. Dans cette configuration de l'État, on a levé l'option de la décentralisation. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y avait un gouvernement central, on reconnaissait une certaine autonomie de gestion aux provinces. L'essentiel de ce qui était connu, c'était pratiquement les leaders de partis. Ils ont eu à mettre en place un gouvernement, mais le gouvernement là n'a pas fait, a fait moins de 4 mois. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un problème de leadership. Parce que, au regard de la loi fondamentale, qui était un texte de transition pratiquement, parce que la vraie constitution allait venir après, ils n'ont pas su gérer la question de la gestion du personnel, la question de facteurs anthropologiques tels que la tribu et ainsi de suite, la question de gérer les intérêts du Congo vis-à-vis des tiers. Il y a eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que pendant leur règne, ils ont connu beaucoup de problèmes, pas dû par leur volonté d'être indépendants, mais par leur capacité d'actualisation de leur leadership. C'est-à-dire qu'ils venaient des associations et ils sont devenus de chefs d'État. Alors, vous voyez la différence entre celui qui vient d'une association et celui qui gère l'État. Il y a effectivement des kilomètres d'écart. Et cela a fait que nous sommes entrés dans des crises récurrentes. Ils ont été déstabilisés. La Belgique et les autres États en ont profité parce qu'ils n'avaient pas l'intention de nous céder l'État. Oui. On continue avec le débat. Doyen, oui. 66 ans après, les Belges ont pris la RDC comme leur propriété privée. Les rois belges considéraient la RDC comme sa propriété privée pendant 65 ans. Aujourd'hui, nous avons fait 66 ans, soit plus que le Belge. En termes de développement, en termes de vision programme, comment se porte la RDC aujourd'hui, avec votre regard d'éditorialiste, bien entendu? Bien, il faudrait quand même rectifier un tout petit peu. Les Belges n'ont pas géré le Congo pendant 65 ans. De 85 à 60. Un peu plus. Un peu plus. Si nous prenons l'époque de l'État indépendant du Congo jusqu'à 1938, quand le roi Léopold II cède. 1908. 1908, pardon, cède la... Moi, je parle de la conférence de Berlin en 85. Exactement. De là, ce n'est pas que l'État belge, le roi belge, a pris en propriété, on le lui a donné. C'est une des conclusions des travaux de la table ronde de 1885. On lui a donné cela à titre personnel. Les actes de la conférence de Berlin existent. Bon, mon petit bouquin, modestement, la RDC, terre à partager. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la conférence de Berlin
était une vaste escroquerie. Ça a commencé par d'abord des questions de philanthropie et tout, mais en définitive, le vrai objectif de cette conférence était le partage du morceau, le partage du gâteau, la sauvegarde des intérêts de ceux qui avaient pris part à la conférence. Je crois que les 14 membres les plus influents de ces assises de Berlin sont encore les acteurs les plus intéressés à la question politique et économique du Congo aujourd'hui. Exact. Je peux vous citer les noms. Mais, bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est la conférence de Berlin qui a donné, à titre privé, à titre personnel, un territoire de 2 345 000 km² à un individu, le roi Léopold II. Bon, maintenant... Mais qu'est-ce qu'il en a fait et qu'est-ce que nous en avons fait par la suite? Bon, d'accord, pour peut-être résumer tout cela, je vais vous dire rapidement un passage de mon livre. Allez-y. Qui dit tout simplement ceci. J'espère que je vais le retrouver. Si je ne le retrouve pas, je vais le lire de mémoire. En 1959, quand nous sommes devenus indépendants, le Congo avait un produit intérieur brut qui correspondait à 90 $ par tête d'habitant. C'était à peu près... Le PIB par habitant. Par habitant, c'était à peu près le même niveau que le Canada et un certain pays occidental, mais au-dessus des pays comme la Grèce. N'est-ce pas? Si nous prenons des comparaisons aussi concrètes, c'est la seule façon d'illustrer l'avancement ou le recul d'un objet. Aujourd'hui, si nous prenons le produit intérieur brut, vous savez, toutes choses étant égales par ailleurs, ces choses-là, il faut les prendre avec ce que cela signifie, le produit intérieur brut par rapport au nombre d'habitants et tout cela, ça a son poids. Aujourd'hui, le produit intérieur brut du Congolais, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Alors, qu'est-ce qui nous aurait échappé? Et je pense que c'est un des plus bas du monde. Si nous prenons cette comparaison-là, il y a déjà un élément... Il y a un recul. Il y a un élément de jugement, de recul. On a régressé. On a bien sûr plus un peu plus d'habitants. On a même peut-être même un peu plus même de la production de notre produit de base, les mines, les cuivres, mais le produit intérieur brut, comparativement à ce qui aurait pu être si des éléments de prise en gestion étaient améliorés, un peu différents. Donc, si je ne prends que cet élément-là, il y en a d'autres. Je pense que c'est clair que le Congo a connu un grand recul. Un grand recul. Êtes-vous d'avis que le Congo a connu un grand recul? Est-ce, avons-nous progressé ou le pays est à l'arrêt? Ou encore, il y a progrès? J'ai une autre perception, j'ai une autre manière d'expliquer la même chose. Alors dans l'aspect économique. Effectivement. Déjà, lorsque l'idée de créer l'État indépendant du Congo germait, c'était à Tervuren, je pense, en 1876. Ils avaient l'intention, bien évidemment, d'exploiter nos ressources. L'État congolais, et je crois que c'est ça l'essentiel de mon deuxième livre, l'État congolais n'a pas été créé pour faire de l'État congolais un État fort. L'État congolais a été créé pour faire de l'État congolais un endroit 100 mètres où tout le monde pouvait venir tirer quelque chose. Là, vous parlez depuis 80 la création, à 60. Non, la création. Le Congo n'a pas connu sa première administration en 1885. Il y avait d'autres administrations, mais qui avaient des champs limités. N'oubliez pas qu'il y avait des arabisés dans ces pays. N'oubliez pas qu'il y avait un certain typotype dans ces pays.
N'oubliez pas qu'il y avait d'autres exploitants dans ces pays. Ce n'est pas la Belgique qui a commencé à exploiter le Congo. Le Portugal a exploité, il y a d'autres États qui ont exploité. J'ai trouvé même certaines entreprises qui sont arrivées avant même le roi des Belges. Le roi des Belges a effectivement hérité. Mais il gérait officiellement en tant que les souverains, c'est lui qui décidait. Mais dans le coulisses, il gérait avec les grandes puissances. Il est arrivé à signer des accords avec certains États en apartheid, dans le cadre bilatéral. Il est arrivé à convaincre les puissances à lui reconnaître le droit souverain. Ça a commencé, la démarche a commencé vers 1884, jusqu'à arriver en 1885, où il a eu le quitus de tous les États pour devenir, bien évidemment, un État qui appartient pas à la Belgique, pas au roi de la Belgique, mais au roi des Belges. Léopold II. Justement. Parce que en 1850, les statuts de la Belgique n'étaient pas les mêmes en 1884. Le roi des Belges n'est pas un Belge. Voyez-vous? C'est-à-dire tous ces éléments, la mise ensemble, démontrent que ceux qui ont créé l'État n'avaient pas l'intention de construire l'État. Ils avaient l'intention de justifier leur présence chez nous et exploiter. Tous les États ont eu à exploiter. Et c'est en 1889, lorsqu'il y a eu de pression du reste des États, notamment le Danemark, la Suède, bref, ils ont commencé à faire pression sur le roi des Belges par rapport à sa gestion calamiteuse. C'est comme ça qu'au regard de la convention qu'il y avait entre lui, le roi des Belges, et la France, ce qu'on appelle le droit de préemption, il a anticipé sur le comportement de la France en écrivant, en prenant un testament le 2 août 1889, disant qu'après sa mort, il allait céder son droit souverain à la Belgique. Et la Belgique a accepté en 1889, 1908, et c'est en 1909 qu'il est parti. Voilà. Alors, pendant ces temps-là, il y a des séquences. N'oubliez pas que l'essentiel des États faisait pression, la France continue à faire pression, et c'est en 1911 qu'ils ont essayé de réajuster, et c'est en 1919 avec la Convention de Saint-Germain-des-Laye qu'on a réfiguré l'État. Toutes ces phases-là sont importantes. Ça vous justifie l'État que nous avons connu. Et vers les années 30, ils ont commencé à évoluer. Et c'est pendant ces temps-là qu'on a introduit l'éducation des indigènes et ainsi de suite. Vous comprenez, tous ces États-là étaient voulus. Ça faisait partie de leur stratégie. Donc, mais c'est que nous devons reconnaître. Veut dire à l'opinion qui nous regarde que s'il y a régression aujourd'hui, c'est le capital humain. Non, je ne parlerai pas de la régression parce que j'ai ma perception à moi de la situation. C'est-à-dire, d'un côté, il n'y a pas statu quo, il n'y a pas recul, il y a plusieurs variantes qui justifient notre position aujourd'hui. Et je crois l'avoir résumé lors de ma première prise de parole. Je voudrais nous démontrer ici que la situation que nous avons aujourd'hui est meilleure, voyez-vous, en termes d'acquis comparativement à la situation que nous avions en 1885. La situation que nous avons aujourd'hui est meilleure à plusieurs égards par rapport à la situation de 1919, 1930, 1960. Mais la grande difficulté, c'est quoi? C'est que le monde a évolué plus rapidement que notre progression. Voilà. Et on n'a pas su s'adapter, justement parce qu'il y avait un problème de leadership. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de leader à même de nous hisser au niveau voulu. Si vous prenez par exemple, vers ces années-là, la population était estimée pratiquement à 14-15 millions. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 900% de plus. À l'indépendance, nous sommes 13 500 000. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un accroissement de plus de 900%. C'est un acquis positif. Mais quand vous regardez maintenant en termes de qualité, c'est-à-dire que sur le plan quantitatif, il y a un accroissement. En termes de PIB, il y a un accroissement, pas per capita. Le PIB global de l'État, il y a un accroissement. En termes de budget, il y a un accroissement.
En termes d'infrastructure, il y a un accroissement. En termes de stabilité institutionnelle sur le plan textuel, il y a quand même des avancées. Mais si vous comparez par rapport aux conditions de vie actuelles du monde, c'est là où maintenant on constate les retards. C'est-à-dire, vous avez une population aujourd'hui, apparemment 40 millions de personnes ont droit au téléphone. 40 millions. Ça dépasse de loin le nombre d'habitants à l'époque. Il y a un accroissement. Mais le problème maintenant, c'est que l'évolution du développement actuel n'est pas proportionnelle aux exigences du marché mondial. C'est ça, c'est ce qui veut dire, moi, je salue la bravoure de ceux qui nous ont amené l'indépendance. Mais je critique plutôt l'incapacité de ceux qui nous gèrent. Parce que si nous étions à même de garder le cap et la même vitesse, en réalité, aujourd'hui, on devait être comme le Canada. Comme l'Afrique du Sud. Parce que nous étions dans cette posture-là. Le Canada aussi. C'est-à-dire que nous avons connu ces retards. L'Afrique du Sud, on peut comprendre parce que l'homme blanc a continué à gérer. Voyez-vous, depuis que l'homme blanc a quitté, l'Afrique du Sud a des problèmes. C'est-à-dire que notre problème, ce n'est pas en termes d'indépendance, non, notre problème, c'est en termes de qualité du leadership. Allez, on va parler. Pour il parle de la qualité du leadership. Les avis sont partagés à cet effet. Alors, quelle est votre réponse à tout ça? Les causes du marasme économique, politique, j'aimerais quand même notre pays est englué, et les projections. Quel pays vous voulez voir à l'horizon 2070, dans un demi-siècle, avec tout ce que nous sommes en train de voir? Donc, je suis d'accord avec Alain. Mon frère Alain Bolodjoa, que toute comparaison n'est pas raison, n'est-ce pas? Lui, il estime que la régression en question, il faut peut-être le mettre entre guillemets, en termes de l'évolution mondiale, globalement, l'accroissement du nombre de populations. Mais en dehors de ces faits-là, il y a des données spécifiques sur lesquelles nous pouvons nous baser. Comparer mathématiquement, sociologiquement, on ne peut conclure que à la régression. Quels sont ces éléments-là? Ces éléments-là... C'est un problème culturel, politique ou économique? Permettez-moi, ce serait trop long, mais je vais prendre 3 domaines, simplement. Allez-y. Par exemple, si nous prenons, malgré tout ce que les gens racontent sur la colonisation, les enfants scolarisables pendant la colonie l'étaient à 90%. 90%, c'est bien sûr toujours par rapport au nombre total de la population. Aujourd'hui, bien sûr, proportionnellement parlant, nous avons plus de jeunes gens à scolariser. Je cherchais les vraies statistiques pour voir, proportionnellement à cette évolution, quel était le pourcentage des jeunes gens qui pouvaient être scolarisés. N'est-ce pas? Je pense que c'est moins de 50%. Aujourd'hui? Oui. C'est un élément malgré la gratuité de l'enseignement, les chiffres sont toujours au bas de l'échelle. Vous allez encore prendre un autre domaine, qualité de l'enseignement. Moi, je n'ai pas parlé de cela. Parce que si on est entre eux qui sont anciens de l'UPN, pourront vous dire beaucoup de choses là-dessus. Moi, j'ai pris le nombre. N'est-ce pas? Bien. Si nous prenons d'autres éléments calculables, n'est-ce pas? Les Belges avaient une politique sanitaire qui correspondait à leur politique économique. Pour avoir des travailleurs qui pouvaient être performants avec de bons résultats, il fallait en même temps leur assurer des soins de santé adéquats. Leur bien-être sanitaire. Le bien-être sanitaire qui se traduisait en termes de dispensaires de village, dispensaires la proximité. Les dispensaires de proximité et tout et tout. Aujourd'hui, ce genre de choses n'existe plus. La politique de 145 territoires ou quoi, vise à peu près à chercher à combler ce déficit-là. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a des domaines que je le prends concrètement, chiffre par chiffre. Nous allons voir que
Bien sûr, il y a un accroissement en nombre de populations qui sont scolarisées, mais proportionnellement à ce que cela aurait pu être, c'est-à-dire si on avait veillé à faire qu'il y ait une adéquation permanente entre les besoins, par exemple, des travailleurs, des populations par rapport au nombre de classes, au nombre des hôpitaux, ainsi de suite, on se rend compte qu'il y a véritablement un déficit. De quoi alors devons-nous être guéris pour espérer le changement des narratifs d'ici 2000? Non, il n'y a pas de changement de narratif. Le narratif. Donc de quoi nous devons être guéris? Nous devons être guéris. Nous devons être guéris par une adéquation de besoins réels de la population et une politique visant à satisfaire ces besoins-là. Mais est-ce que ça, c'est pragmatique? Ça devrait devenir pragmatique. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Malheureusement, les gens comme nous, on nous accuse toujours d'être un peu moboutistes, cela, tout ça. Bon, d'accord, mais je ne parle que de mon expérience. Allez-y. Quand je fais partie de ce qu'on appelait l'Institut Makanda Kaoulou, la première session. La première session en question, à un certain moment, nous avons eu à écouter le directeur de cabinet du président Mobutu, qui était en ce moment-là, Bissenyemana. Et un auditeur lui a posé la question, comment se fait le développement de ce pays? Y a-t-il un plan ou non? Vous savez, la réponse de Bissenyemana, qui a complètement choqué toute la salle, il dit, il n'y a pas de plan, mais il y a une planification. Nous n'avons pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Nous sommes habitués, ceux qui ont fait l'économie classique, même ailleurs, de savoir que ce qui doit se passer demain doit être prévu dans un programme avec les moyens qu'il faut. Et ça passe par des études prospectives. Ça passe par des études préalables qui jalonnent, qui prévoient et qui fait tout ce qu'il... Finalement, quand même, il s'agit d'un plan. Pas un plan dans le genre soviétique où tout est planifié et tout, non. Un plan qui englobe un ensemble d'actions vérifiables dans un timing convenu. Mais je voudrais que vous répondiez à cette question. Alors, c'est là où je réponds à votre question. On ne peut plus clair. Je voudrais que vous soyez un peu direct. Quel est le plus grand problème congolais? Je repose ma question. Il est culturel, politique ou économique aujourd'hui? Certaines personnes placent toujours le culturel avant le politique et l'économique, bien sûr. Cela est vrai. Le culturel, c'est-à-dire l'appréhension de vrais besoins fondamentaux à partir véritablement de l'âme congolaise, est peut-être quelque chose que nous n'avons pas encore bien maîtrisé. Et là, je n'ose pas le dire parce que ça va aller très loin. Ça veut dire que nous sommes déjà devenus une nation avec une âme, avec une culture compréhensible de la même façon à l'Équateur, au Kasaï, au Katanga et tout cela. Le culturel en question n'est pas quoi? N'est pas le culturel, musique et tout cela. Non, le culturel... Tout est culture, en fait. Oui, tout est culture, mais le culturel en question, c'est l'être congolais. Exact. L'identité nationale congolaise. Comment prendre cela en charge? Voilà un peu la question. Donc, bref, ce que je voulais dire, moi, personnellement, j'ai l'impression que depuis des années et des années, c'est à chaque budget qu'on fait un plan. Exact. Priorité de priorité agriculture, ainsi de suite. Peut-être, je ne sais pas moi, l'année prochaine, et puis peut-être que ça... Bref, on ne sent pas une continuité dans l'action qui doit mener le Congo à devenir plus ceci en telle année. Plus ceci en telle année. Voilà. Je termine avec vous avec une dernière question. Voilà. Vous avez traversé les générations, vous avez vécu ou connu tous les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Ma question est de savoir la particularité de chaque régime. C'est que chaque régime aura laissé
comme trace ou héritage solide dont nous, Congolais, nous pouvons être fiers aujourd'hui? Bien. Moi, je pense que je reviens à ce que M. Bolodjoa a dit au début. Vraiment, je lève mon chapeau et je m'incline devant l'abnégation des pères de l'indépendance, de ce vieux-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné comme exemple d'engagement. Jetons-nous à l'eau, voyons voir ce qui va se passer. Et malheureusement, leur courage n'a pas toujours été payé à bon escient. Ça, c'est un des premiers éléments que je retiens de notre pays, le courage du Congolais, de s'engager à aller de l'avant. Et ça, c'est ça qui nous a amenés à l'indépendance, malgré tous les aléas que nous avions connus. Alors, quand on se concerne les régimes spécifiquement, bien, je ne sais pas. On parle de la continuité de l'État. La particularité chaque régime. Moi, je pense que c'est une question vraiment très difficile. De 5 ans, prenons de 60 à 65. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme héritage? Concrètement. En tout cas, en tant que citoyen, bien sûr, malheureusement, c'est une période que j'ai connue étant presque à l'étranger. Je suis parti en 61 en Belgique, et puis je suis parti en France, je suis revenu en août 66. Et parfois, on est plus informé de ce qui se passe dans notre pays à l'extérieur qu'ici. Mais de 60 à 65, je ne retiens pas des moments où j'ai senti de la part des autorités politiques le besoin d'installer le Congo dans sa nouvelle souveraineté. Peut-être que je vous ai amené sur un terrain difficile. Parlons des républiques. Non, je termine. On en a 4. On en a 3 aujourd'hui. Je termine. Je prends cette période de 60 à 65. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis je vais prendre la période de 65 à 80, à 97. Peut-être parce que le président, ce qu'on appelait la Seconde République, a duré un peu plus longtemps. Ce que je retiens de ce régime-là, de ce temps-là, c'est le besoin d'installer l'identité nationale. Et je pense qu'on y est parvenu un peu. De 65 à 97, je crois, c'est la période pendant laquelle on a senti, de la part des autorités, le besoin de privilégier la notion de la nation et de l'État congolais, malgré les petits problèmes. Et la dernière période, c'est de 97 à aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire de cette période? Si ce n'est que cette période de la plus difficile du point de vue du maintien de la souveraineté nationale, du point de vue du maintien de l'unité nationale, ce sont des éléments-là que je retiens. C'est la période la plus difficile de la République. C'est de 97 à aujourd'hui. Première période, tentative de mettre en place un État. Deuxième période, effort pour essayer de mettre un État et une nation en place. Troisième période, ce que je retiens, je ne retiens pas les régimes, je ne retiens pas Kabila, Mobutu, Kasavubu. Troisième période, la période la plus difficile pour la République démocratique. Et vous vous identifiez à quelle période entre toutes les périodes que vous avez citées? Non, moi je suis congolais, je m'identifie à toutes ces périodes-là. Et Alain Bolodjoa, lui, s'identifie à la période de la génération qui lutte pour l'état de droit, pour l'avènement de la démocratie, et j'en passe, et des meilleurs. La même question vous est posée, et surtout on aimerait savoir où nous en sommes aujourd'hui, avec les valeurs pour lesquelles les Congolais ont sacrifié leur vie. Bon, moi je crois que nous devons nous intéresser au passé. C'est ça le plus grand défaut du Congolais. On a tendance à ne pas considérer ce qu'il y a eu dans le passé, et on a aussi tendance à commettre les mêmes erreurs du passé.
Mais ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le passé, c'est l'avenir. Nous avons effectivement dressé un tableau sombre. Ça apparaît comme une situation dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. Il y a possibilité de corriger et donner de l'espoir à la population. Pour y arriver, nous avons établi des normes. Que ce soit de 1960 à 1965, ce qui nous a fragilisés, c'est le non-respect de normes. Il y a un président qui a été élu au suffrage universel indirect, il y avait un premier ministre, on est allé au-delà de la norme, on a créé le chaos et ça a donné lieu au coup d'État. De 1965 à 1987, c'était aussi un problème de normes. On fixe des normes, on les viole, on change, on fixe, on viole, on change jusqu'à ce que nous avons connu la révolution avec Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila à ces jours, c'est le même problème. Et dans tout ça, on semble oublier qu'il y a des choses qui évoluent sans notre consentement, sans que nous fournissions des efforts. La croissance démographique, ça apparaît une pesanteur à ne pas négliger. C'est là où on accroît les besoins. Mais de l'autre côté, ceux qui gèrent n'ont pas la capacité de donner des orientations et de mettre sur pied des politiques précautionneuses ou d'anticipation. Nous devons avoir un plan de développement, c'est nécessaire. Nous devons arriver à intégrer la croissance démographique dans nos calculs, c'est nécessaire. Nous devons respecter la procédure en matière de décaissement de fonds, c'est nécessaire. Nous devons veiller sur l'alternance démocratique, c'est nécessaire. C'est-à-dire que si nous sommes dans cette optique, on va non seulement réduire la problématique qui nous caractérise aujourd'hui, mais on sera prêt à assumer nos responsabilités face aux enjeux futurs. Le monde change, hein? Le monde change. Le monde évolue à grande vitesse. Sans nous. Alors que nous sommes déjà en retard. Parce que si vous regardez aujourd'hui, apparemment la vie que nous menons aujourd'hui, c'est la vie que nous devions mener en 1885. Est-ce possible de voir un Congo debout dans un demi-siècle? Non, mais pourquoi demi-siècle? Pourquoi demi-siècle? Il a fallu combien de temps pour que Kasavubu et Lumumba se décidèrent par la suite de se mettre ensemble pour négocier face à la Belgique? Parce que l'indépendance dont on fait allusion, c'est l'œuvre des individus. Tous étaient divisés carrément. Ils avaient des associations à caractère tribal. Mais ils ont transcendé leurs égos. Mais pourquoi alors aujourd'hui tous, on semble être divisés? Non, on est divisés justement parce qu'on veut créer l'unité autour des individus. Opposer les uns aux autres. Voilà pourquoi j'ai dit, on cherche à avoir l'unité autour des individus. Alors que la meilleure manière d'obtenir l'unité, c'est autour des idées forces. Quelle est notre perception de l'État? Moi, je pense que nous devons être un État démocratique. Moi, je pense que nous devons veiller sur la circulation de l'élite. Moi, je pense qu'on doit veiller sur la redistribution équitable des ressources de l'État. Moi, je pense qu'on doit plus investir dans l'éducation et dans la formation de nos jeunes pour que l'avenir soit meilleur. Si nous sommes d'accord sur le principe, on est ensemble. Mais si certains pensent qu'il faudrait avoir des gens plus riches que l'État, c'est en ces moments-là, il y a une sorte de dichotomie et cela nous conduit inexorablement contre les intérêts de la nation. Parce que les intérêts de la nation ne s'exjuxtaposent pas avec les intérêts individuels. Privilégions l'État et non les individus. Quand il y a des dividendes, tout le monde va en bénéficier, même ceux qui gèrent. À l'époque de Mobutu, il a tenté de lancer plusieurs projets. Objectif 80, qui ont abouti ou pas? Plan quinquennal, il a eu à concevoir plusieurs projets. C'est vrai, Objectif 80, on a senti qu'il y avait effectivement une sorte de relance du secteur agricole, bien que ça n'a pas réussi, mais au moins ça a créé des émulations. L'objectif, le plan quinquennal a aussi tenté de mettre en place la configuration qu'on avait, quand bien même qu'il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'il a mis plus l'accent
sur cela, mais vous allez vous rendre compte que les effets de politique de cette période-là ont été ressentis par le peuple, alors que nous n'étions pas dans un contexte démocratique. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 milliards de budget, mais incapables de se ressentir au niveau de la population. Cela veut dire quoi? Il y a des politiques entonnoirs. L'essentiel de fonds sont destinés aux politiciens. À l'époque de Lumumba, on n'avait pas autant de partis politiques. Nous étions dans un contexte démocratique. C'est ça la démocratie que vous appelez de tous vos voeux? Non, mais ce que nous voulons que la norme soit respectée, nous voulons que chacun joue sa partition. Parce que aujourd'hui, nous parlons de l'indépendance, mais demain, aujourd'hui, sera le passé. On va aussi faire l'évaluation. Et attention, nous avons fait allusion à un agrégat essentiel, la croissance démographique. D'ici 2050, on pourrait avoisiner dans les 250 millions d'habitants, incapables de desservir en eau potable, incapables de desservir en électricité, en logement, en travail, en sécurité, incapables aujourd'hui. Quelles sont les bases que nous sommes en train de poser? Il n'y en a pas. Cela veut dire quoi? Bref. Tous ont échoué. Tous ceux qui ont assumé des fonctions dans ces pays, tous, sans exception, ont échoué. Ils n'ont pas totalement échoué. C'est-à-dire, à l'époque de Kasavubu, il a fait quelque chose, ça n'a pas... C'était quoi son héritage? Non, mais il a sauvé l'éducation. Parce que vers ces années-là, l'essentiel des enseignants avaient fui la situation de 1961 et 60-61, ils ont fui, mais lui, il a créé une école moyenne. C'est grâce à cette école moyenne qu'on a pu former les enseignants qui sont aujourd'hui. L'école moyenne est devenue l'école supérieure, Institut pédagogique national, aujourd'hui il y a l'Université pédagogique nationale. C'est son œuvre. Cela a impacté, mais pas de manière substantielle. Et l'héritage de Mobutu? Mobutu a donné des infrastructures qui nous servent aujourd'hui. Aujourd'hui, Tshisekedi. Mobutu a servi la République à sa manière, il a relancé l'agriculture, c'est ce qui a fait qu'il y a les INERA avec les autres structures avaient trouvé des moyens, il y avait des actions qui ont été menées, la productivité s'est accrue, on a été premier exportateur de plusieurs produits, même après l'indépendance, parce qu'il y a eu relance. Il y a eu des infrastructures telles que Inga, qui nous dessert aujourd'hui en électricité. Il a posé des actes. Il a commencé les travaux du corridor sud-ouest avec l'idée du port de Banana et comment on appelle, pont Maréchal, avec tout ce que nous avons. Il a posé des actes. C'est ce qui nous sert aujourd'hui. Il a créé Inga. Mais fort malheureusement, à une certaine époque, il a relâché et ça a amené le chaos. Il a été remplacé par Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a voulu reconstruire ce que lui-même avait détruit avec l'idée de ne jamais trahir le Congo. Il a essayé d'organiser, il a donné le service national qui sert aujourd'hui des bilans de M. Félix Tshisekedi. Après lui, il y a Joseph Kabila. Joseph Kabila a refondé l'État, mais avec beaucoup d'insuffisances. La configuration politico-administrative que nous avons, c'est l'œuvre de Kabila. Mais il était tellement laxiste. De cette constitution. Non, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la constitution? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la constitution? Depuis que nous avons commencé, personne n'a parlé de la constitution. Lorsqu'on parle de l'État, quel est le fondateur de l'État? Non, mais l'État n'a pas de problème en termes d'organisation. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, attention, l'État n'est pas la constitution. L'acte fondateur de l'État, c'est lequel? Ce n'est pas la Constitution. La Constitution, c'est l'acte par lequel on donne la configuration de l'État. L'État existait avant la Constitution. Ce que je voudrais vous dire, c'est que tel que nous sommes là aujourd'hui, notre problème, c'est le respect de la norme. La norme pour accéder à la fonction du président, la norme en termes de procédé pour prendre des décisions, la norme en termes de sécurité, la sécurité de personnes et ainsi de suite, la norme en termes de défense, la norme en termes de relations avec l'extérieur. Si nous arrivons à respecter cela, ça va nous aider à avancer. Et l'héritage avec Tshisekedi pour finir par là? Tshisekedi n'a pas d'héritage. Tshisekedi lui-même, c'est un héritier, mais fort malheureusement qui apparaît de plus en plus gâté. C'est-à-dire,
Lui, il a trouvé un État qui fonctionnait normalement. Il a trouvé une constitution, il a trouvé une administration qui était pratiquement en train d'être requinquée, il a trouvé une armée assez structurée, il a trouvé une stabilité institutionnelle à tous les niveaux. Il vient déconstruire sans avoir la capacité de reconstruire. C'est-à-dire que le problème, c'est que d'ici 2050, le plus grand péché du Congo ne sera plus par rapport à la question de la souveraineté et de l'indépendance, mais ça sera par rapport à la pré-gouvernance coloniale. Et on va prendre la période de Félix Tshisekedi comme la période fataliste qui va déconstruire tout ce que nous avons eu comme essentiel, et on aura un pouvoir Tshisekedi centré sur la personne de Tshisekedi, et c'est ce qui est très dangereux. Ça, c'est un débat purement politique. On vous a appelé pour parler du Congo. Oui, on parle du Congo, d'un pays qui vit. Oui, on croit à notre potentiel et on croit qu'il est possible de rester debout malgré tous les aléas dont les éminents intervenants sur ce plateau ont fait mention avec beaucoup de maestria. D'ailleurs, nous nous excusons pour l'absence de deux participants. Oui, ils ont connu un empêchement en dernière minute. Nous pensons vous revenir avec un autre programme beaucoup plus pour vous servir. Et dans cette phase, chacun de nous doit faire son travail. Nous faisons le nôtre en tant que journaliste. Hier, Kitutu Oléontois a fait son travail et il est rentré dans l'histoire. Il est dans le panthéon. Ah oui. Il est mérite. Et nous voudrions demain que nos enfants soient fiers de nous. Ah, bien sûr. Alors, ça doit nous interpeller. On est arrivé à la fin de l'émission. Un mot à vous, très cher doyen, Stéphane Kitutu Oléontois. Bien. Quand je parle avec beaucoup de gens, surtout les nouveaux politiciens, je suis souvent un peu gêné. Vous voyez, un jour, je parlais avec un politicien, jeune, brillant. Il était du Parti démocrate social-chrétien. Et je lui posais la question, est-ce que vous avez lu l'encyclopédie non, Rerum Novarum, comme on appelle ça, l'encyclique papale, Rerum Novarum. Ah non, c'est quoi ça? Il n'en a jamais entendu parler. Il était pourtant un membre éminent du Parti démocrate social-chrétien. Rerum Novarum, c'est le brevet de la politique sociale chrétienne. Un politicien qui se réclame de social-démocrate chrétien doit connaître quelle est la politique chrétienne sur le travail, la répartition du revenu et tout. Et tout. Une autre fois, j'ai pu parler avec quelqu'un qui se disait libéral. Bon, je lui dis, est-ce que vous savez ce que c'est, le libéralisme économique? Il dit, oui, mais bien sûr, on est parti sur des bases ordinaires. Bon, l'entreprise privée et tout, chacun doit être un peu maître de soi. J'ai dit, mais le rôle de l'État dans le libéralisme ne compte pas. Bref, quand je parle du culturel, c'est un peu aussi dans ce genre-là. Okay. Ceux qui doivent diriger le pays, les culturels, doivent maîtriser les politiques qu'ils veulent mener. Merci. Alors, je termine par un mot que je considérais comme ayant créé beaucoup de problèmes dans ce pays, le professeur Mulumba Lukoji. Mulumba Lukoji, à la chute de la Seconde République, on lui pose la question, que pensez-vous du régime qui vient de tomber? Mulumba Lukoji a dit, je pense que c'était globalement mauvais. Bien sûr, c'était son point de vue. Mais malheureusement, vu sa personnalité, vu sa façon de le dire, beaucoup de gens ont compris globalement comme étant totalement mauvais. Il y a là une grosse nuance. Et c'est là où je rejoins Bourgeois. On te dit que tout n'a pas été, tout n'est pas mauvais. Il y a des domaines d'éclaircie. Mais il y a des efforts à faire de façon persistante
dans certains domaines pour que nous y allons à fond. On ne doit pas faire des politiques d'essai, erreur. Merci beaucoup, doyen, pour Donc, votre participation. Il faut faire attention à la globalisation. Merci beaucoup. Un dernier mot aussi à vous, Alain Bolodjoa. Merci déjà d'être venu. Ça a été un grand honneur d'être en face de vous, papa. Merci Bolodjoa. Je voudrais nous dire que l'homme congolais n'a pas besoin que des réalisations. Parce que si on doit parler en termes de réalisations, on va citer Mobutu. C'est lui qui a hébergé le Parlement actuel, c'est lui qui a construit. Il a construit beaucoup de réalisations échangères délimitées, camp Baliading, camp Maman Mobutu, Cité Verte. Il a eu à construire plusieurs. Mais la population n'était pas satisfaite. Au-delà des réalisations, il y a les désirs du respect de soi. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, vous pouvez construire des universités, des écoles, mais respecter la norme, respecter les désirs de la population. Parce que le peuple n'a pas besoin que de réalisations. Le peuple a besoin aussi de la démocratie. Ceux qui soutiennent l'idée d'avoir un président qui réalise des choses sans normes, sans respect de soi, il risque de connaître le même sort que Kadhafi. Kadhafi a fait des réalisations, mais il a semblé négliger l'aspect culturel de la société. Ne prononcez pas des imprécations contre notre pays, Alain Bolodjoa. Non, mais on peut aussi tirer la sagesse des erreurs des autres. Sauf peut-être si vous nous dites que tout est bon et personne n'a droit à la parole. Surtout et d'ailleurs, ça fait partie de ce que j'ai dit en fait. C'est-à-dire que la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de manifester, tous ces droits-là vont au-delà de l'aspect infrastructural. Respecter les Congolais, respecter leurs droits, garantissez-leur un lendemain meilleur, avec des réalisations, ça va. Ainsi, tout vous faites votre mandat, vous prenez vos clics et vos claques, vous partez. Il y aura toujours un remplaçant. Parce que qui pouvait imaginer un jour que Mobutu pourrait être remplacé? Pardon? Non, je parle de l'avenir. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous, doyen, d'être venu. Merci au revoir, d'avoir préparé ces programmes. Nous vous retrouvons très très vite avec la même dose de plaisir. Retrouvez déjà sur votre chaîne Congo Politique Plus, Lisetta Sabata, la dame au béret rouge, qui va vous revenir avec des débats de ouf, des débats des malades. Oui, accrochez-vous et si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos contenus. Nous vous retrouvons avec le même plaisir, la même ambiance, avec d'autres co-débatteurs des divers profils qui vont devoir défiler sur ce plateau pour faire vivre la démocratie dans notre pays, pour faire vivre le Congo qui fait battre les cœurs, le Congo qui vit, le Congo qui reste debout malgré toutes les imprécations des ennemis de la paix. Non, ça c'est pas pour Bolodjoa. Non, c'est pour l'autre. Allez, on se retrouve. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.